ma prof de parler en disant vous n'allez pas avoir le brevet et vous allez finir en classe professionnelle. Finalement, j'ai été admis en Henri IV et que j'ai eu le bac avec mention très bien. C'était là aussi que j'ai vu les inégalités sociales. J'ai grandi à Villiers-le-Bel, l'une des villes les plus pauvres de France. J'ai été élevé seul par ma mère. Elle m'a toujours dit que c'est vraiment par les études qu'on va réussir à changer sa condition sociale. La Dauphine, ils m'ont dit si vous faites une césure, on vous garantit pas de place en M2. J'ai dit bah c'est pas grave. Aller à Berkeley. Ça a changé ma vie. Le professeur veut t'amener à un point A à un point B avec son cours. Ça sert à rien de réviser tout. Ils disent vous avez été admissible, mais attention, on ne prend que 5% des candidats. J'ai imprimé le mail et j'ai écrit en dessous je serai pris. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur notre cerveau? L'objectif du cerveau, c'est la survie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode chez la Jobsetteuse. Ici, on explore les parcours inspirants des personnes qui façonnent le monde du travail de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre, qui a un parcours hyper inspirant. Aujourd'hui, ça va être un épisode qui sera dédié particulièrement aux étudiants, puisqu'on va parler de méthodes de révision, qu'on va parler de méthodes d'apprentissage. On va revenir sur ton parcours, Pierre, puisqu'il a un parcours qu'on peut qualifier de brillant. Et donc, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura pas mal de pépites qui vont être partagées. Tout ça dans l'idée que vous fassiez partie du top 1%. Donc, Pierre, comment vas-tu? Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Déjà, merci pour l'invitation et moi, ça va très bien. C'est marrant parce que la dernière fois qu'on s'est retrouvés dans un studio de podcast, c'était parce que j'étais invitée dans ton podcast. Et donc, aujourd'hui, je te rends l'appareil. C'est ça. L'idée, ça va être donc de revenir, comme je disais, sur ton parcours. Et voilà. On va deep dive tout ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est Pierre Amougou. Je suis connu aussi sur le nom de créateur de contenu étudiant ambitieux. Et donc, j'ai un peu plusieurs casquettes. La première, c'est créateur de contenu. Donc, justement, j'essaye à la fois sur TikTok d'aider les étudiants à réussir leurs études. Et sur Instagram, j'aide notamment les gens à avoir plus de discipline et à mieux comprendre le fonctionnement de leur cerveau. Et dans cette même thématique, je suis régulièrement conférencier et formateur à la fois en entreprise et en école sur ces sujets-là. Pour bien comprendre comment tu en viens à créer quand même cette page-là, est-ce que tu peux revenir à la jeunesse, toi, de ton histoire? Où est-ce que tu grandis? Comment tu en viens finalement à créer cette page, en fait, étudiant ambitieux? Moi, j'ai grandi à Villiers-le-Bel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville dans le Val d'Oise. Donc, c'était l'une des villes les plus pauvres de France. Et j'ai été élevé seul par ma mère. Et en fait, elle m'a toujours dit que c'est vraiment par les études, tu vois, qu'on va réussir à changer sa condition sociale. Et le terme ambitieux, c'était le côté, tu vois, dans mon quartier, dans mon école, c'était les seules ambitions qu'on voyait, c'était footballeur, rappeur, à la limite basketteur. Mais on ne se voyait pas à travers les études. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs grandes écoles. Et souvent, je voyais qu'il y avait très peu de gens qui venaient de banlieue, très peu de gens issus des minorités. Et donc, je voulais montrer justement que on peut être étudiant et ambitieux et que ce n'est pas notre couleur de peau ou notre origine sociale qui nous définit. Mais tu vois, c'est vraiment notre ambition. J'ai envie d'être chirurgien, j'ai envie d'être docteur, créateur de contenu, footballeur, peu importe. Mais c'est ça qui va définir qui on est et pas ce que la société, tu vois, attend de nous. Et donc, je faisais juste des vidéos sur Instagram. Puis ça a pris et je me suis dit, je vais continuer à aider du mieux que je peux les gens. Et à travers la création de contenu, j'ai découvert des opportunités en tant que conférencier, en tant que formateur. Et finalement, c'est comme ça que, tu vois, que j'ai pu construire mon monde autour de l'éducation. Mais donc, pour bien comprendre, tu dis que tu as fait de bonnes écoles. Quelles étaient ces écoles? Est-ce que tu peux vraiment peut-être revenir même sur ta période du lycée pour qu'on puisse comprendre comment tu as cheminé jusqu'à finalement arriver à la création d'étudiants ambitieux? Alors moi, le déclic, c'était en classe de 4e au collège même, je dirais. Moi, jusqu'à présent, au collège, au début, j'étais à 12-13 de moyenne parce que ma mère, elle disait, faut au moins avoir 12-13. Donc, je travaillais pas forcément, j'écoutais pas forcément en cours, mais tu vois, j'essayais vraiment tu vois, de survivre. C'est-à-dire, voilà, je faisais le minimum. Et un jour, il y avait ma prof d'anglais, elle parlait à certains de mes camarades et à moi en disant, bon, vous, ça sert à rien de vous accrocher, vous n'allez pas avoir le brevet et vous allez finir en classe professionnelle, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais elle est qui pour dire que ton destin, c'est ça et ça sert à rien de faire des efforts. Et donc là, c'était une personne qui était mauvaise ou c'était simplement, en fait, est-ce que c'était aussi quelque part quelqu'un qui était juste habitué au fatalisme et qui donc peut-être avait vu des personnes passer par là, elle s'était dit, bon,
sur 20 ans de carrière, Ouais. je sais ce dans Mhm. quoi vous allez, ce à quoi vous allez aspirer et ce qui est bon pour vous. Et donc, Ouais. ce n'est rien d'autre que ça. Je pense pas que c'est une personne qui est mauvaise, bah, je pense pas. Mais je pense que c'est juste déjà, il y a les stéréotypes. On va dire, t'es un jeune noir. Pour beaucoup, en France, il y a des statistiques qui montrent que, par exemple, les jeunes afro-descendants sont beaucoup plus orientés vers les filières professionnelles que d'autres personnes, même s'ils ont les mêmes notes. En Donc, en France? France, ouais. Ok, Il y a notamment Dylan Aissi, qui est une voix pour tous, qui travaille sur ça. Et on voit qu'il n'y a même pas les mêmes propositions d'orientation scolaire en fonction des profils. d'accord. Ensuite, je pense, bah, il y a justement ce côté fataliste en se disant que si tu es comme ça aujourd'hui, tu seras pareil demain. Donc, autant dire à l'élève d'aller dans un autre chemin, parce qu'il y a peut-être ce côté de lassitude ou de déjà vu. Mais en tout cas, moi, ça a fonctionné comme un électrochoc. Tu vois, je me suis dit, en fait, c'est par l'excellence scolaire que j'allais gagner ma liberté dans le monde scolaire. Si j'ai des bonnes notes, je peux aller à gauche ou à droite, c'est moi qui décide. Si le professeur il me dit va à droite, mais j'ai des bonnes notes, je peux dire non, moi je vais aller à gauche. Et donc là, ça a été un déclic. Et tu vois, en troisième, je deviens premier de ma classe. Ensuite, quand je rentre au lycée, pareil, je progresse. Et en terminale, je rencontre un professeur d'économie qui s'appelle Monsieur Cherfi. Et il me dit, Du coup, tu as fait une terminale. terminale ES, c'est vrai que ça n'existe plus, mais à l'époque, c'était économique et social. Maintenant, ça change. En tout cas, en France, ils n'ont plus de filière. Mais c'est vraiment, il y avait beaucoup d'économie, d'histoire, philosophie et des mathématiques. Et donc, ce professeur, il me dit, tu as des très bonnes notes, mais tu veux faire quoi plus tard? Sauf que moi, tu vois, mon échelle temporelle, c'était le bac. Je pensais pas à après le bac. Et c'est lui qui m'a parlé de Henri IV, de Sciences Po, de l'ENS, etc. Et cetera. Et je me suis dit, OK, je veux tenter ces écoles-là. Parce qu'il m'en a parlé. C'était pas vraiment mon ambition, mais je me suis dit, bah, après le bac, apparemment, il y a des options dont je le fais. Mais je me suis auto-censuré, tu vois. C'est-à-dire, Sciences Po, j'ai rempli le dossier. Finalement, je n'ai pas terminé. Et Henri IV, la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était APB, maintenant c'est Parcoursup. Il y avait déjà mes notes de première et de terminale. Et donc, il m'a envoyé un mail pour demander mes notes de seconde. Et c'est comme ça que finalement, j'ai été admis à Henri IV et que j'ai eu le bac avec mention très bien cette année-là, du coup. Excellent. Ah, bravo. Voilà, Si merci. ça, C'était il y a ça longtemps. date à la base. Voilà, donc voilà, c'est comme ça un peu que je rentre dans ce monde élitiste français, tu vois, Henri IV. Et c'est là aussi que j'ai vu les inégalités sociales, où il y avait quasiment pas de noirs, quasiment pas de gens qui viennent de banlieue. Et donc, je me suis dit, il y a un vrai travail à faire, parce qu'il n'y a pas de mixité en tout cas. Et donc, comment ça se passe concrètement? Tu arrives à Henri IV, comment se passent tes premiers jours? Comment se passe ton intégration? Et après, on reviendra sur comment tu as vécu aussi cette période, parce que c'est intense, donc ça peut être aussi intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Bah, moi, quand j'arrivais en RECAT, j'arrivais en mission. C'est-à-dire que, justement, ce même professeur-là, il m'a dit, ça va être dur, les gens vont être méchants, vous allez être à la traîne. Donc moi, je m'attendais au pire. Et finalement, le pire n'est pas arrivé. C'est-à-dire que, scolairement, ça allait, tu vois, je m'en sortais. En prépa, en première année, j'étais entre 12 et 13. Les Ok. meilleurs avaient 15. Ah oui, Donc ça très allait. bien. Mhm. Mais j'avais pas de but, j'avais pas d'ambition. Là, j'étais bloqué. C'est-à-dire, en fait, mon prof, il m'a dit, et la mention très bien en bac, et 20 de moyenne en économie, je l'ai eu. Après, une fois que je suis arrivé en R4, j'avais pas d'ambition, tu vois. Je Oui. savais pas, je vais faire une école de commerce, l'ENS ou autre. C'était juste, Tu étudiais pour j'étudie, étudier. j'essaie de survivre, comme d'hab, tu vois. Moi, je suis en mode survie. Et j'ai un déclic, c'est, je passe en oral de personnalité à Henri IV, c'était pour préparation, tu vois, pour type école de commerce. Et ils me disent, ouais, vous avez des bonnes qualités analytiques, vous vous exprimez bien. Vous devriez viser l'ENA, Sciences Po, Harvard, ce genre de choses. Et donc, encore une fois, c'est des gens qui me disent, tu devrais penser à ça. Et donc, je me crée des nouvelles ambitions. Et Je voilà. veux comprendre, Ouais. parce que dans ce genre de milieu, Ouais. les gens autour de toi, eux, ils ont déjà Ah, de c'est clair. l'ambition. C'est clair. Parce que souvent, C'est clair. les parents sont passés par là. C'est ça. Donc, ils en parlent, en fait, généralement, ça. non? Donc, est-ce que Clairement. tu n'étais pas réceptif à ça pour comprendre, en Ouais. fait, comment ça se fait que c'était ça l'élément déclencheur et pas finalement l'environnement? Ah, très bonne question. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. C'est beaucoup de gens n'avaient pas peur de dire, moi, je vais être prix Nobel. Ah oui, clairement. Ou moi, j'aimerais bien faire Polytechnique. Et même des collégiens, parce que au lycée Henri IV, on partageait la cantine avec les collégiens. Et les collégiens connaissaient déjà l'ENS. Ils connaissaient déjà les auteurs ou les sociologues qu'on étudiait en prépa. Donc, effectivement, c'était pas pareil. Alors que nous, tu vois, on avait tendance à dire vie cachée, ne parle pas de tes ambitions, reste humble. Les gens, ils n'ont pas peur de dire moi, je vais être président ou. Mais moi, ça m'a pas touché parce que justement, je dis c'est des gens qui sont pas de mon milieu.
Donc, j'arrivais pas à être influencé par eux. Alors que là, l'entretien de personnalité, je me dis c'est des gens légitimes dans le sens où c'est pas des élèves, c'est des gens qui sont déjà dans le monde professionnel. Donc, je me dis, bah, ils savent de quoi ils parlent. Et donc, s'ils se permettent de me donner ces conseils-là, c'est qu'ils le pensent vraiment, tu vois. Et donc là, ça m'a permis vraiment de me dire, bah, j'ai peut-être des capacités, il faut que je vise encore plus loin. Est-ce que tu penses que parce que finalement, on comprend que tu as toujours été influencé aussi par, on va dire, par un peu les personnes plus âgées que toi et tu vois, peut-être un peu, on va dire, du corps administratif qui allait te pousser. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, peut être aussi handicapant pour toi? Parce qu'aujourd'hui, j'imagine, bah, tu es dans un environnement où tu n'as... Voilà, tu n'es plus à l'école, t'as pas de... Dans le monde professionnel, c'est totalement différent. Est-ce que tu vas dire que tu as changé, tu as travaillé sur cette partie de toi, ou est-ce que tu penses que finalement, naturellement, en fait, le fait de t'adapter en ayant conscience que tu es dans un environnement totalement différent et où maintenant, tu dois un peu aller chercher les conseils par toi-même et non attendre qu'ils arrivent, c'est quelque chose qui... Non, je vois très je bien. pense que ça a changé. Non, je pense que c'est une excellente question. Et en fait, justement, c'est là où je suis parti aux États-Unis. C'est-à-dire que au début, quand j'arrive dans les études supérieures, effectivement, moi, j'écoute les professeurs. Parce que mes parents, ils connaissent pas le milieu scolaire. Moi, je le connais pas. Donc, j'écoute ce qu'ils disent. Mais c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, tu vois. Et j'avais pas forcément de motivation intrinsèque. Mais justement, il y a un moment où j'avais une perte de sens quand je suis arrivé en master à Dauphine. Et c'est là où j'ai pris une année de césure et je suis parti à Berkeley aux États-Unis en 2019. Et où, en fait, là-bas, les professeurs, ils avaient une pédagogie différente où ils te disaient pas qu'est-ce que tu dois apprendre, mais déjà, ils vont savoir, ils vont se poser la question de qui tu es et qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui t'anime, quels sont tes super pouvoirs. Tu vois, ils te posent des questions vraiment qui n'ont rien à voir avec les cours, mais c'est vraiment, c'est quoi qui te distingue des autres en tant que leader, c'est quoi tes forces, tes faiblesses. Et donc, ça m'a poussé à me poser des questions sur qui je suis et qu'est-ce que je veux. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, en revenant en France, là, c'était l'inverse. Les profs, ils me disaient de faire ça, et moi, j'ai tout changé. Ouais, je suis hyper d'accord avec toi. Et j'ai dû justement quitter la France pour prendre conscience de ce que tu disais et en faire une force. Parce que c'est vrai que si on n'est pas autonome dans nos choix, bah, c'est dur d'avoir sa propre ambition. Finalement, on est juste l'instrument de l'ambition de nos parents ou des professeurs. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Très intéressant, justement, cette réponse. Et on va revenir donc sur le moment où donc, tu es encore à Henri IV. Ouais. On te parle, donc, on te dit, voilà, ce serait bien que tu fasses Sciences Po, etc. Ouais. Donc, on sème un petit peu ces graines-là dans ta tête. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment finalement, tu termines à Dauphine? Alors, il y a eu des hauts et des bas. Donc, en deuxième année, là, j'ai l'ambition de faire partie des meilleurs. Parce que pour entrer dans les meilleures écoles après Henri IV, il faut être dans les meilleurs. Donc, je commence à m'intéresser. En fait, je fais des entretiens avec les meilleurs élèves d'Henri IV, du moins de ma filière. Je leur dis comment je travaille, comment je t'organise, tu dors à quelle heure, etc. Vraiment comprendre. Parce que moi, je ne savais pas travailler. Moi, j'étais dans l'instinct, il y a un contrôle, je révise la veille et tout. Mais j'ai compris que l'excellence, ça se prépare. Que le talent, c'est bien beau. Mais que les gens qui réussissent, c'est par le travail et la méthode. Donc, tu vois, je teste. Des fois, je teste des méthodes, ça ne me correspond pas. Je change. Et ça fait que, tu vois, dans plusieurs matières, je commence à être premier, deuxième. Je me rappelle même en français, la matière où je galérais. À la fin de l'année, la prof, elle a pris ma copie comme exemple. Alors que le français, c'est très discriminant, tu vois. Mais tellement je lisais des livres, j'essayais d'écrire bien français avec des mots, tu vois, soutenus. Bah, à la fin, je me rappelais, j'avais 16,5 de moyenne en Henri IV en français, alors qu'à de base, j'avais 11. Et tu vois, la prof, elle a pris ça en exemple et je me dis, là, j'ai progressé, tu vois. Parce qu'à l'époque, je voulais vraiment faire l'ENA et je voulais vraiment bien écrire. Je faisais des concours blancs de l'ENA, de Sciences Po. Et donc, j'essayais de m'exprimer, de lire beaucoup de livres. Et ça a porté ses fruits en deuxième année. Je dormais mieux, etc. Après, en troisième année, j'ai eu un problème personnel où, en fait, j'ai eu des problèmes financiers qui font que j'étais menacé d'expulsion. Et donc là, je ne pensais plus aux études. Et donc, ma troisième année était un peu moins bonne. Et donc, quand j'ai tenté l'ENS, pour faire simple, ils m'ont dit, j'étais dans les 8 admissibles. Donc, sur tous les candidats, ils en ont retenu 8. Les 8 ont passé l'oral et ils ont dit, de tous les candidats de l'oral, vous étiez le meilleur. On allait vous prendre, mais votre troisième année nous a fait peur parce que c'était moins bon que les autres années et on trouvait que c'était trop instable et tout. Alors que moi, je savais que c'était du fait de mes problèmes financiers. Mais je n'étais pas triste parce que ma mère, elle m'a toujours dit, quand une porte se ferme,
une plus grande va s'ouvrir. Et 1 an plus tard, c'est là où je vais à Berkeley. Donc finalement, ma mère avait raison. Mais en tout cas, tu vois, c'était une période où je me disais que le monde, il est injuste, entre guillemets. Et où j'ai commencé à travailler à côté de mes études. Des fois, je ratais les cours pour pouvoir faire des jobs du style assistant-chercheur, travailler dans des musées, ce genre de choses. Donc, j'étais à Dauphine, mais sans conviction. Honnêtement, j'allais quasiment pas en cours. J'étais admis en 2e année, mais tu vois, je n'étais pas vraiment connecté. C'est-à-dire, je parlais à peine aux gens. Et heureusement, j'ai été pris à Berkeley. Ça m'a permis d'avoir cette nouvelle énergie et cette nouvelle détermination. Tu vois. Donc, pourquoi Berkeley? Comment ça intervient? Comment ça se passe? Ah, ça, c'est vraiment... Oui. C'est quand même... C'est une petite dissonance. On se dit, OK, il est à un moment où il est dans une étape de sa vie où ça ne va pas trop, il décroche des coups, il n'est pas trop dedans. Il a plein de problèmes tiers. Mais pourtant, tu postules à Berkeley. Donc, tu penses quand même à faire cet échange. C'est encore plus compliqué que ça. En fait, c'est pour faire simple, moi, j'étais dans une association qui s'appelle Article 1. Une association qui aide les jeunes de milieux modestes à réussir leurs études. Et en fait, il y a 2 ans... Tu étais dans cette association en tant que membre bénéficiaire, exactement. Okay. Ouais. Et en fait, il y a 2 ans, à l'époque, en 2017, il y avait la Harvard Summer School. Et ça avait été publié sur Facebook. Et les premiers qui candidataient, ils ont pu candidater, etc. Et moi, je n'avais pas vu cette opportunité. Donc moi, tous les jours, je regardais toujours le groupe Facebook d'Article 1 au cas où il y a une opportunité. Et je me rappelle c'était quoi? C'était pour ceux qui... Justement, là, c'était Berkeley. En gros, ils ont mis une offre sur le groupe d'Article 1, le groupe Facebook d'Article 1. D'accord. Ils ont mis une publication qui disait une bourse d'études pour aller étudier 6 mois à l'université de Berkeley, découvrir la Silicon Valley. C'est un programme d'entrepreneuriat et d'innovation, mais je crois qu'on avait 24 heures pour postuler, tu vois. Oui. Et je me rappelais, je connaissais rien à l'entrepreneuriat. J'ai tapé entrepreneuriat sur Internet, j'ai vu Moussa Camara, j'ai dit « Ah ok, l'entrepreneuriat, c'est ça ». Du coup, j'ai préparé un pitch, j'ai envoyé mes bulletins, j'ai envoyé mon CV. La partie française, elle a retenu mon dossier. Après, j'ai passé l'entretien avec la partie américaine. Et je me rappelais, juste avant que je passe, c'était en visio, il y avait une fille de Polytechnique qui avait un anglais parfait. Je me dis, je suis mort là. Ils vont jamais me prendre. Mais tu vois, ils m'ont pris, tu vois. Et quand j'avais discuté avec le directeur, ils avaient dit que c'était parce qu'ils avaient aimé mon histoire et mon esprit critique. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde avait un discours préfabriqué, tu vois. Et moi, j'arrivais justement à faire des liens entre mes ambitions et ma personne. J'arrivais à faire des liens entre pourquoi j'avais besoin d'aller à Berkeley. Tu vois, je disais pas... j'avais pas un objectif professionnel clair, mais je disais que j'avais besoin peut-être de la culture américaine pour m'affirmer et pour découvrir des aspects de ma personnalité, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. C'est vraiment... je me rappelais, je sors de mon entretien de Master 2 à Dauphine et je reçois la réponse qui me dit « Je suis prêt à Berkeley ». Genre, vraiment, c'était comme dans un film. Et je me dis... En plus, c'était un moment où j'étais triste d'être pris en M2. Je me dis, mais moi, je voulais vraiment limite qu'on me dise, ouais, vous êtes refusé en M2, tu vois. Parce que comme ça, j'aurais une excuse. Parce que les profs, ils vont me dire, ouais, accroche-toi, ta mère aussi, elle va dire pareil. Et là, je vois, je suis prêt à Berkeley. J'ai punaise, tu vois, tout était sombre. Et là, je vois, je vais à Berkeley, tu vois, c'est une école. Je dis, c'est impossible que je puisse aller à Berkeley. Voilà, tu vois, donc voilà, pour répondre à ta question, j'ai pas posté de moi-même, c'est plus, j'ai vu l'opportunité. D'accord. Il y avait 24 heures, donc t'as pas le temps de trop réfléchir, tu fonces. Et voilà, j'ai eu la chance d'être pris. Il y avait une place ou il y en avait plusieurs? Une place avec une bourse. En fait, il y avait 2 places, ça je l'ai su après. Il y avait une place avec une bourse. En partenariat avec Dauphine? Non, même pas. C'est vraiment. En fait, c'est vraiment Article 1 qui a partagé une annonce. C'est comme si toi, dans ta page, c'est comme si toi, dans ta page Instagram, tu partages un programme financé à tes abonnés. Et eux, Article 1 l'a partagé à ces jeunes. Moi, j'ai postulé. Et donc, j'ai eu la bourse, c'était $30,000. Et j'ai une pote qui a été prise, mais il lui donnait pas une bourse. Il payait juste ses études, mais pas la bourse pour vivre sur place. Alors que moi, j'avais la totale, quoi. Ah oui, c'est incroyable. Ok. Et ouais, donc, tu as dû faire une césure quelque part. Ou alors, non, j'ai juste refusé mon M2. Ils m'ont dit, non, ils ont dit, si vous faites une césure, on vous garantit pas de place en M2. J'ai dit, bah, c'est pas grave. À Berkeley, ça se refuse pas. Tout risqué. Tu t'es dit, Berkeley. Moi, je me suis dit, j'avais déjà un bon parcours de base. Et Berkeley, c'est top 10 mondial. Je vais rebondir. J'y vais. En plus, on te paye tout. Donc, j'y vais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Je pense qu'il y a vraiment pas mal de pépites là qu'on peut retenir. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Non, mais parce que c'est vrai que beaucoup d'étudiants vont nous écouter. Première chose, entourez-vous.
Mm. Intéressez-vous aux associations, à vraiment toutes ces associations, ces Ouais, clubs carrément. Ouais. qui permettent finalement non seulement de s'entourer, d'être accompagné, Mm. d'être mentoré, Ouais, mais au-delà de ça, d'avoir des vent opportunités. Ouais. d'opportunités que vous n'auriez jamais euh, Mm. entendues ailleurs. C'est clair. Mm. Ensuite, L'audace, hein. l'audace, clairement, l'audace, oser postuler. C'est clair. Il y a des opportunités qui se présentent qu'une fois, vous loupez le coche, vous les loupez. Et en fait, voilà, bon, ça vient contredire un peu ce que, Ouais. ce que ta mère t'a dit, Ouais. à savoir si une porte se ferme, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Mais la spontanéité, le fait aussi d'oser et de vraiment ne pas réfléchir de midi à 14h et parfois Ouais, c'est simplement tenter des choses, ça peut vraiment vous amener sur des voies que vous n'aurez jamais imaginées. Clairement, en fait, ouais, je suis d'accord. initialement. Je suis d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre enseignement qu'on peut tirer? Ouais, je pense que c'est ce que tu as dit, c'est qu'en fait, souvent on a peur du non, mais en fait, le non, il va rien changer à notre vie, à part toucher notre ego. Alors que si un oui arrive, ça peut changer ta carrière professionnelle ou scolaire. Donc, osez tenter. Si vous échouez, bah, c'est pas grave. Une autre porte va s'ouvrir. Et si elle se ferme encore, allez chercher une autre porte. Moi, je pense que c'est ça. Faut oser et tôt ou tard, ça va payer. Et certains risques, finalement, valent le coup, en fait. Ah, c'est c'est un clair. risque mesuré. Là, en Ouais, fait, c'est tu clair. arrêtes Dauphine, mais tu vas quand même dans une super université Ouais, c'est clair. avec une bourse, donc tout frais payé. Ouais, c'est Donc, clair. oui, oser, parce qu'au final, il faut toujours bien évidemment mesurer le risque, mais lorsque vous voyez que finalement le risque, en fait, il est moindre, foncez, en fait. Ouais, surtout que là, tu parles beaucoup aux étudiants, je pense, pour cette vidéo. Vous êtes jeunes. Vous êtes jeune, Vous tout à fait. avez des années pour Bien rattraper sûr. s'il se passe un truc. Je veux dire, Bien sûr. c'est Qu'est-ce pas que c'est, une 6 décision mois, qui va. 1 Bah an? oui, c'est pas ça qui va tout tuer. Très, très cool. Et donc, tu passes combien de temps donc, aux États-Unis? Donc, 6 mois. OK. Comment ça se passe sur place? Donc, tu as un petit peu introduit l'aspect, voilà, la méthodologie, la manière, l'approche, on va dire, académique. Mais comment ça se passe concrètement sur place? Est-ce que tu as des souvenirs, par exemple, des choses qui t'ont marqué et que tu veux partager et peut-être qui ont contribué aussi à changer la trajectoire de moi, tes franchement, études? je le dis, hein, ça a changé ma vie. Vraiment, ça Aller à Berkeley a changé ta a vie. changé ma vie. Mais vraiment, en fait, pour faire simple, quand j'étais en France, comme tu l'as dit, je suivais la logique scolaire, la logique des professeurs. Tu dois avoir un master, puis un doctorat, puis après, tu essaies d'être chercheur, d'être enseignant-chercheur, soit ligne droite. Les États-Unis, ça m'a tout chamboulé en me disant justement, entre guillemets, tout est possible. Et tu vois, moi, dès que j'arrive sur le campus, c'est comme dans les films. Tu vois, l'énergie, les gens qui sautent, etc. Je te jure, t'as le sourire. Alors qu'en France, je ne vais pas critiquer toutes les écoles, mais dans le milieu académique français, c'est très austère, tu vois. C'est très sérieux, bibliothèque, peu de lumière. Alors que les États-Unis, c'est vraiment l'énergie. C'est propre aussi, je pense, aux facs. Parce qu'en Ouais, école de commerce, ça change. en Bah, école, c'est ouais, c'est clair, différent. c'est ça, exactement. Et ce qui me marque là-bas, c'est que déjà, je fais des rencontres incroyables. Par exemple, Emmanuel Quinzanzi, c'est quelqu'un, il vient du même quartier que moi, Villebel. Et en fait, je vois un article du Parisien qui dit de Villebel à la Silicon Valley. Je dis, mais attends, moi aussi, là, je vais à Berkeley. Donc, je le contacte et il me dit, ah, mais je vais dans le même programme que toi aussi. Et du coup, je cherchais un Qui est-ce? logement. C'est- Emmanuel Quinzanzi, ouais. Emmanuel Quinzanzi. Mais. Pour ceux qui, comme moi, ne ouais, savent pas. Oui. pour faire Moi, je simple, sais pas qui c'est un champion du monde de chess boxing. Donc, Ok. chess boxing, c'est échec et boxe. Ok. Il a créé une association qui s'appelle Carré Clé, qui en fait, D'accord. à la fois intervient chez les étudiants et les élèves sur apprendre les échecs et la boxe pour développer son esprit critique, sa confiance en soi, et dans les entreprises pour tout ce qui va être team building. Et donc, ouais, c'est un entrepreneur qui est passé par les déterminés. Et donc, il va vraiment du même quartier que moi, mais il est un peu plus âgé, il a 31 ou 32 ans. Et donc, il me dit, bah, en attendant que tu trouves ton logement, viens dans notre appartement. Tu vois. Donc, déjà, j'ai une opportunité comme ça. Tu vois, j'ai osé le contacter. Et voilà, j'arrive de l'aéroport, je vais chez lui. Comme ça, j'ai pas de stress, tu vois. Je peux faire mes recherches d'appartement, etc. Donc, le premier truc qui était dur, ouais, c'est chercher son appartement. Beaucoup d'arnaques aux États-Unis, tu vois. Ouais, hyper cher le logement là-bas. Ça, c'était difficile, mais après, j'ai pu trouver. Et une fois que j'ai pu trouver, au début, j'avais mes réflexes d'étudiant scolaire, tu vois. C'est-à-dire, j'essayais d'avoir le maximum de cours. Tu vois, on a le droit de toucher des cours. Je voulais aller dans des cours d'économie, des cours d'histoire africaine, tu vois. Mais très vite, j'ai compris que la force de l'école, c'était pas les cours, c'était les gens. C'est-à-dire,
les profs qui étaient sur place, les élèves, parce que nous, on avait des Français, des Coréens, des Allemands, des Camerounais, il y avait tout, tu vois. Et donc, je rencontre ces gens-là, tu vois. Et il y a un prof qui me marque, qui s'appelle Ken Singer, qui dit deux choses. La première, c'est l'entrepreneuriat, c'est un acte de rébellion, tu vois. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, un marché ou quelque chose qui ne te plaît pas dans le monde ou autour de toi. Et en fait, tu veux le changer en créant quelque chose, que ce soit une association, une page Instagram ou une entreprise, tu vois. Et donc ça me marque. Et ensuite, il nous disait, moi, mes cours, ils sont pas comme dans vos écoles françaises où il y a un plan A, il y a un sous-titre et tout. Il y a un sujet et en fonction des discussions qu'on va avoir, on va sortir avec quelque chose, tu vois. Donc déjà, son approche a marqué. Et lui, il faisait des entretiens avec chacun des élèves chaque mois, tu vois. Et il m'a dit, ouais, Pierre, j'ai remarqué une chose, t'es très intelligent, mais je sens que t'as peur de parler en anglais. Il a dit, ça se voit que t'as peur de faire tes réflexions. Je dis, ouais, parce qu'en fait, le temps que je pense en anglais et que je parle, en plus avec des Américains à côté, j'ai dit, je préfère pas parler, tu vois. Du coup, il arrive, il me dit, ok, chaque jour, tu vas devoir parler avec 50 personnes en anglais, et Ah tu me oui, le dis. 50. Et après, quand on allait en cours, il a dit personne ne parle à Pierre en français, tu vois. Donc, déjà, tu vois que le prof s'intéresse à ton développement personnel, tu vois. Incroyable. Et C'était une donc, classe après, vous étiez combien? ça dépend. Il y a des cours où on était nombreux en amphi, on devait être 60. Et des fois, des cours, on était que entre les gens du programme, on devait être 20, tu vois. Et du coup, pour parler en anglais, j'ai créé un faux projet. En fait, c'était un projet où je disais aux gens, je vais créer une application où tu scannes ton armoire. Et en fait, quand tu vas dans un magasin, tu peux regarder tes vêtements et voir si ça peut aller avec un habit dans ton armoire pour créer des looks. Du coup, je demandais aux gens des adresses mail pour pouvoir leur partager ma bêta application, quoi. Et au début, j'avais peur, tu vois. J'arrivais, je dis hello, my name is Pierre, I'm from Berkeley. Non, non, non. Des fois, je prenais des vents. Mais vraiment, les gens, ils couraient, ils voient un grand noir qui arrive, tu vois. Mais après, franchement, c'est passé. J'avais réussi à avoir des fois 20 mails par jour, tu vois. Waouh. Et après, ça devenait naturel. J'avais plus peur d'aller voir les inconnus. Tu vois, et ça m'a débloqué, tu vois. En fait, la confiance, c'est quelque chose qu'il faut que les gens retiennent. Elle se construit dans les choses simples. Si vous attendez si vous voulez construire votre confiance en faisant un énorme pas de géant, ça va être hyper compliqué. Si tu avais eu à faire ça devant un public de 100 personnes, ça aurait été impossible. Mais le simple fait d'approcher une personne dans un contexte où il n'y a finalement pas d'enjeu, bah, ça t'a donné finalement confiance. Et petit à petit, je pense qu'à la fin, tu aurais pu faire une conférence. Bah, j'en ai fait. Justement, ça me fait la transition. C'est que c'est aux États-Unis que j'ai compris que j'aimais bien les prises de parole en public. En gros, il y avait beaucoup de pitch chez les Américains, concours de pitch et tout. Et du coup, je faisais des concours de pitch et tu vois, souvent, les professeurs et tout, ils disaient, ouais, t'es très bon pour faire des prises de parole, pour parler, etc. Et je me rappelais, il y avait quelqu'un de l'INSEC qui nous a dit, ouais, on va accueillir des ministres africains et des CEO africains. Toi et tes potes, venez faire une conférence. Et comme ça, on a parlé devant des ministres et des CEO africains pour parler de notre parcours et tout. Et j'ai dit, mais tu vois, les Américains, c'est... Tu vois, je t'ai vu, j'ai vu tes compétences, on y va, tu vois, c'est pas ton diplôme, tu vois. Ils vont pas poser la question, t'as quel âge, et ça, c'était pas un problème. Et j'ai pris aussi conscience de la puissance des réseaux sociaux, tu vois. Mon ami Emmanuel, il était à fond sur les réseaux, sur LinkedIn. Et j'ai commencé à poster mon aventure sur LinkedIn, tu vois. Et vraiment, ça a pris. Franchement, ça a vraiment pris. À tel point qu'il y avait un Français qui s'appelle Gauthier Vasseur. Et en fait, il travaillait à Stanford et Berkeley sur l'IA à l'époque, 2019. Donc, il était vraiment en avance. Et il nous a dit, ouais, je vous ai vu sur LinkedIn. Je veux une photo avec vous sur LinkedIn et je vous invite à un événement. C'était Salesforce. Ok. Et j'ai dit, mais c'est incroyable. Et j'ai une pote, elle a contacté une ingénieure ivoirienne de Google qui nous a ensuite invités à Google, tu vois, grâce à LinkedIn. Tout ça grâce à LinkedIn. Et j'ai dit, mais c'est puissant les réseaux. Je ne fais que le dire. Branchez-vous. Là, c'est important. Partagez. Vous C'est n'avez pas important. besoin de... N'attendez pas d'avoir fait des choses incroyables, ce que vous allez qualifier de choses incroyables. Petit à petit, en fait, tout le monde commence quelque part. Et le fait de documenter le process, ça a tellement de valeur parce que les gens peuvent s'identifier à vous. Vous pouvez les inspirer. Ou tout simplement, vous pouvez apporter de la lumière à ce que vous faites. Et ça attire des opportunités. Et ça en est bien la preuve. Clairement. Et justement, pour insister sur ce que tu disais, c'est que mon professeur Ken Singer, c'est qu'il m'a dit,
n'attends pas d'être légitime pour agir. C'est par ton action que tu vas construire ta légitimité, tu vois. Et en fait, justement, tu construis Budging et Public. Je suis un étudiant dans tel domaine. Bah, parle de tes études, parle de tes défis, de tes victoires, et tu vas créer une communauté. Ils vont voir que tu deviens de plus en plus compétent et tu vas découvrir des opportunités que tu n'aurais pas pensé avoir. Donc, franchement, les États-Unis, ça m'a appris ça. Et peut-être la dernière leçon, toujours avec ce professeur-là, il m'a marqué, tu vois. C'est du coup, il y avait un master que je voulais faire, mais finalement, heureusement, je ne l'ai pas fait. C'était HEC Polytechnique en entrepreneuriat. Parce qu'après, D'accord. j'étais mordu d'entrepreneuriat. Mhm. Et je lui ai demandé de l'aide de recommandation. Il m'a dit, ouais, non, écris-la toi-même et je signe, tu vois. Et j'ai dit, j'aurais bien voulu qu'il écrive, tu vois. Du coup, j'ai du mal à l'écrire. Du coup, j'écris un vieux truc pas incroyable. Et il me dit, non, mais en fait, j'ai écrit ta lettre. Mais je voulais que tu apprennes à te dire des compliments, tu vois. La Waouh. force du truc. En fait, il a dit, je C'est voulais que tu fou, apprennes hein. à prendre conscience de tes forces, Mm. et à les assumer, à les écrire, parce que c'est ça la confiance en soi, c'est de savoir quelles sont mes forces et les assumer. La prétention, c'est de dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais si tu dis je suis fort, je parle bien ou je suis intelligent et c'est vrai, bah c'est pas de la prétention, c'est de la confiance. Donc il voulait que je fasse ce travail-là, mais il m'avait écrit une lettre. En plus, une lettre incroyable, tu vois. Tu vois, je dis mais là, C'est c'est incroyable. incroyable, tu C'est vois. incroyable. Les profs, ça n'a rien à voir. En fait, mais ça montre Mm. aussi qu'un prof, il joue un rôle tellement important Ah dans ouais, la c'est vie clair. Mhm, d'un étudiant ou d'un mhm, mhm, lycéen. En mhm, fait, on s'en rend pas compte, mais la première prof, elle aurait pu pourrir ta vie, mhm. enfin, Ah, littéralement, clairement. ou du moins, en tout cas, te donner une direction Euh, c'est clair, différente en tout cas. totalement Mm. différente. Et là, à l'inverse, ce professeur-là, Ouais. il a totalement changé ta Ah, manière de clairement. penser et finalement élevé le niveau de tes Ah, ambitions. clairement. Il y a quelque chose que je n'ai pas abordé, mais donc ça va quelque part un petit peu couvrir tout ça. C'est que durant tes études, tu as mentionné tout à l'heure le fait que tu avais réussi à avoir la moyenne de 16 Mhm, en français. Est-ce qu'il y avait des méthodologies justement euh, mhm, d'apprentissage que mhm. tu as apprises, que ce soit en France ou aux Ouais. États-Unis, ou que tu as toi-même développé Il y a différentes périodes dans ma vie. Je dirais qu'avant de découvrir les sciences cognitives, bon, pour faire simple, les sciences cognitives, c'est un ensemble de disciplines qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau, la D'accord, cognition. d'accord. Donc dedans, il y a la linguistique, les neurosciences, la psychologie, etc. C'est vraiment, ils cherchent à comprendre le fonctionnement du cerveau, mais à une échelle différente. Les Mm. neurosciences à l'échelle des neurones, la psychologie, ça va être plus à l'échelle au-dessus, en regardant les comportements humains, comment on peut déduire le fonctionnement du cerveau, linguistique, les langues. Et donc avant, j'avais pas une approche scientifique. Donc moi, c'est que j'ai remarqué à Dauphine notamment, à la fac, c'est qu'en fait, il faut se dire que les études, c'est un jeu. En fait, le professeur, il a des attentes et tes cours, c'est tes cartes pour répondre à leurs attentes. Donc la question que tu dois te poser, c'est le professeur, il veut t'amener à un point A à un point B avec son cours. Donc c'est quoi ses attentes? Quand tu arrives au point B, qu'est-ce qu'il attend de toi? Et c'est ça que tu dois comprendre. Ça sert à rien de réviser tout. Moi, je passais beaucoup moins de temps que les gens à réviser parce que moi, mon obsession, c'était quelles sont les attentes du professeur? Il veut m'amener à quel point? Je révise juste ça. Après, si on a une passion pour la matière, on peut aller plus loin. Mais si je veux avoir les bonnes notes, c'est déjà répondre aux attentes du professeur. C'est un jeu, en fait. Moi, je le prenais comme ça. J'avais pas de pression. Je me disais, c'est un jeu. Donc, regardez le professeur, il insiste sur quel mot. Demandez aux anciens élèves leur copie. Parce que souvent, les profs, ils vont pas se casser la tête. Hein. Si vous prenez les copies sur 3 ans, il y a toujours des questions qui reviennent. Vous voyez sur tel cours, quelles questions sont importantes. Et en fait, tu dis, OK, dans tout le cours que j'ai, voici les éléments à apprendre pour répondre aux attentes que j'ai vues qui revenaient souvent dans les copies. Donc ça, je pense, c'est vraiment la méthode qui marche bien à la fac. En D'accord. prépa, c'est différent, c'est un concours, etc. Mais à la fac, ça marchait trop bien. C'est ce qui faisait que des fois, je venais pas en cours et j'avais des bonnes notes parce que j'avais les annales, tout simplement. Après, pour l'approche plus scientifique, Avant d'en arriver là, donc, est-ce que tu peux juste nous expliquer comment donc, tu te retrouves finalement à avoir en fait cette connaissance des sciences cognitives? ah, ça c'est encore une longue Mhm. histoire. Je vais faire très simple. Mhm. Donc, Et on va revenir sur cet je aspect. reviens en France, donc 2019. Il y a le Covid qui arrive en 2020. D'accord. Donc j'ai la chance, hein. Heureusement que je suis allé aux États-Unis avant. Ah Parce bah, que... clairement. parce qu'après le programme, ils l'ont arrêté parce que c'était trop compliqué. Bah, il y avait le Covid, etc. Donc, avec tous les bouleversements que j'ai connus aux États-Unis, je me dis non, je ne vais pas retourner à Dauphine en économie. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je veux. Du coup, je fais un service civique au sein de l'association Article 1. Tu vois, l'association qui m'avait parrainé, maintenant je travaille pour eux en service civique. Donc, en fait, durant le Covid, moi, j'étais en charge de mettre en relation des mentors
avec des collégiens, des lycéens de milieu modeste, leur ramener des 4G, des clés 4G, leur demander si tout allait bien, etc. Et donc, j'échange avec eux. Je fais un sondage auprès de plus de 300 lycéens. J'appelle des parents d'élèves, j'appelle des parents, j'appelle des professeurs pour me dire, OK, c'est quoi les difficultés des élèves? C'est quoi pourquoi ils ont du mal à se concentrer? Pourquoi ils ont du mal à s'orienter? Et donc là, je me rends compte qu'il y a un problème, c'est le cerveau. Personne ne sait, en tout cas les élèves ne savent pas trop comment ça fonctionne, comment se concentrer. Je travaille beaucoup, mais j'ai des mauvaises notes. Zoom, j'arrive pas à me concentrer. Au bout d'une heure, je m'endors. Je dis, mais il y a quelque chose autour. Donc, je vais sur YouTube, sur Internet, Instagram, je regarde du contenu et je tombe sur les sciences cognitives. Je clique c'était un article qui parlait de sciences cognitives. Et là, je vois une professeure qui s'appelle Coralie Chevalier et je vois qu'elle est prof à l'ENS. Donc, je clique et là, je vois il y a un concours dans 1 mois et demi et qui peut être qui est ouvert en autodidacte. C'est-à-dire, tu peux te former tout seul et tu tentes. Du coup, je dis, je tente. Mentalité américaine. Je tente, tu vois. Et quand je tente, tous mes professeurs me disent, non, mais c'est impossible, tu ne seras jamais pris. Parce que sciences cognitives, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais en économie. Sciences cognitives, c'est des gens qui ont fait de la biologie, de la psychologie, rien à voir avec mon truc, tu vois. Mais je me suis dit, toute matière, c'est comme une langue. Au début, tu te dis, je vais apprendre le Ewondo, le mandarin. Tu vas rien comprendre au début. Mais à force de pratiquer, de comprendre les codes, bah, la langue, elle devient claire. Donc, je me dis, forcément, les sciences cognitives, c'est une langue. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je contacte j'envoie des messages à tous les gens qui ont été admis à l'ENS par le concours normalien étudiant. Facebook, LinkedIn, tout. Et il y en a une qui me répond, je fais un appel téléphonique avec elle, elle me dit, lis ce livre-là. C'est le livre qui a été fait par les professeurs de l'ENS. Donc, pendant 1 mois, service civique de 9h à 18h et de 5h à 7h du matin, je révise le concours. 2h le matin, 2h le soir. Et du coup, je lis le livre. J'étais plus de 200 pages, je maîtrise tout. Je suis à fond dedans sur les sciences cognitives. Du coup, je passe les écrits à distance, je passe les oraux à distance et c'est comme ça que je rentre du coup à l'ENS en sciences cognitives. Et non, franchement, là, j'ai même pas tout raconté, mais j'étais dans un état d'esprit américain. C'est-à-dire, en fait, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, le NES est très long le processus. En gros, on a été 5 admis. Tu vois. Au début, on est hyper nombreux. Tu vois. Il y a des gens de Yale, de grandes universités américaines qui candidatent. Et quand je suis admissible, ils disent, ouais, vous avez été admissible, mais attention, on ne prend que 5% des candidats, donc croyez pas, vous êtes déjà pris. Ah oui, c'est violent. Là, en fait, c'est déjà pour déjà te mettre un coup exactement. Au moral. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai imprimé le mail et j'ai écrit en dessous, je serai pris. Et chaque matin, quand je me levais, je regardais la liste des admissibles. Je dis, je serai parmi les admis. Et du coup, ça me donnait du courage. Des fois, j'avais envie d'abandonner. Je me disais, non, il faut y aller. Il ne faut pas que j'ai de regrets. Si je ne suis pas pris, c'est pas grave. Mais imagine-toi, je suis pris. Et du coup, je révisais. Et ouais, j'ai été pris et c'était incroyable. Parce que pour moi, l'ENS, c'était vraiment l'école la plus prestigieuse en France d'un point de vue intellectuel. Il y a des prix Nobel. En plus, en sciences cognitives, rien à voir avec l'économie. C'est une victoire de me dire, en fait, ça montre que quand on est hyper concentré, focus, tout est apprenable. Peu importe le domaine, c'est apprenable, tu vois. Et c'est comme ça que je rentre là, en sciences cognitives. Et là aussi, tu as une approche particulière ou c'est celle que tu nous as... Ouais, là, parce pour le coup, j'ai les deux. Puisque... Non, j'ai eu les deux. En fait, j'ai pris les anciens examens de l'ENS pour voir c'est quoi leur approche. D'accord. Pour faire simple, l'ENS, ils n'attendent pas de réponse vraie ou fausse. Ils veulent voir si tu réfléchis bien. En fait. On veut des hacks là pour intégrer l'ENS. En fait, il y a deux choses. L'ENS, vous avez un écrit et un oral. Plusieurs écrits d'ailleurs. Vous avez un premier écrit où c'est un dossier que vous devez envoyer. En tout cas, je vais faire plus simple. L'ENS, il y a plusieurs moyens d'entrer à l'ENS. Il faut que je le précise. Il y a le concours après prépa. Donc là, c'est pas celui que j'ai fait. Après prépa, c'est vous faites, je sais pas, prépa commerce, prépa littéraire. Vous avez une banque d'épreuves, comme une école de commerce. Donc là, c'est un truc typique. Et maintenant, l'ENS, ils ont aussi un autre concours, c'est normalien étudiant, qui est ouvert pour les internationaux et pour tout le monde. C'est-à-dire, après la fac, tu veux faire l'ENS, tu passes justement des écrits et des oraux. Et après, tu as une autre manière de rentrer sur dossier. Là, tu n'as pas de statut de normalien, mais tu peux étudier, avoir un master de l'école, quoi. Tu n'as juste pas le grade de grande école, mais tu as un master qui est reconnu. Moi, j'ai fait le concours qui était ouvert à tout le monde. Donc là, en fait, tu as d'abord un écrit où je dois présenter un projet de recherche. Donc moi, j'ai mis le paquet dessus. Et en fait, le hack, comme tu parles de hack, en fait, c'est de montrer que ton approche, elle colle à l'approche des profs. Parce qu'en fait, si tu montres quelque chose qui est différent des professeurs, ça n'a pas de sens. Il faut se dire que les professeurs, ils veulent des gens avec qui ils peuvent échanger, avec qui ils peuvent prendre un verre, avec qui ça va matcher. Mais si on voit que vous êtes totalement opposé à eux,
pourquoi ils vont vous recruter? Oh. Donc déjà, il faut se dire, OK, moi, j'ai cité des profs de l'école, par exemple. C'est-à-dire, mon projet de recherche, j'ai cité des professeurs de l'ENS pour dire que voilà, en entrant à l'ENS, bah, je vais pouvoir aller plus loin dans ma recherche. C'est logique. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, contacter les anciens élèves. Moi, je l'ai fait. Hein. J'ai spammé tous les élèves. Sur LinkedIn ou Facebook, LinkedIn, Instagram. J'ai tout fait, moi. Où, comment tu connaissais leur nom? Alors, l'ENS, il publie toujours les admis. Ah ouais, c'est très solennel, genre. Là, vous tapez Pierre Amogo ENS. Oui. Donc, il publie. Donc, moi, j'ai tout noté. LinkedIn, Facebook, j'ai tout fait. Instagram. Tu les as tous cherchés. J'ai tout cherché. J'ai pris des vents, mais il y en a qui m'ont répondu. Et ça m'a sauvé. Hein. Sans ça, je l'aurais pas eu. Hein. Clairement, j'ai pas de souci à le dire. Du coup, je les contacte, mais leur posez pas des questions bateau. Hein. C'est-à-dire, faut être précis. Il faut dire, voilà, j'aimerais que je tente l'ENS. Je regarde les examens. Est-ce que tu aurais des recommandations de livres? Est-ce que tu as des conseils sur la manière de préparer le concours, etc. Et si vous avez la chance d'être admissible pour l'écrit, ils veulent voir votre manière de penser. C'est-à-dire vraiment, est-ce que vous avez un esprit critique, une démarche de chercheur. Un chercheur, c'est une démarche par hypothèse. Je fais l'hypothèse que ça, c'est possible. Comment je vais tester l'hypothèse? C'est ça qu'ils veulent voir. Ils veulent vraiment voir, est-ce que vous pensez comme un chercheur? Est-ce que vous avez un esprit critique? D'accord. Et l'oral, c'est pareil. C'était hyper dur l'oral, mais... C'était dur. Pourquoi Parce qu'il y avait un linguiste, il y avait un neuroscientifique, quelqu'un dans la psychologie, c'était 5. Et ça allait... Il y a des gens qui étaient bien meilleurs que moi scolairement qui n'ont pas été pris. Hein. Parce qu'on s'est retrouvés en master, hein. Ils étaient meilleurs que moi scolairement, mais ils n'avaient pas cet esprit de chercheur ou cet esprit critique. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait Henri IV, on était déjà dans une démarche de chercheur. Donc pour moi, c'était logique de réfléchir en hypothèse. Et moi, j'adore l'esprit critique. Donc j'avais ce côté... Tout le monde pense A, mais moi je pense B. Mais comment j'ai prouvé que B est vrai par rapport à A? Donc, tu vois, ils ont bien aimé cette approche-là. En fait, c'est vraiment le but. C'est vraiment comme ça qu'il faut. En fait, il faut se dire que quand vous passez en oral, c'est que l'écrit, ils sont rassurés. C'est-à-dire que scolairement, vous êtes bon. Donc là, vous devez montrer que, d'une, vous maîtrisez leurs codes. Deux, que vous avez une manière de réfléchir qui leur convient. Donc c'est ça qu'il faut prouver. Ça ne sert à rien de dire oui, j'ai fait tel master. Non, il faut montrer justement que vous réfléchissez bien et que l'ENS, c'est le prolongement logique de votre parcours professionnel et scolaire. Très, très bien. On a pris note parce que c'était le banger. Donc, voilà, tu rejoins l'ENS, donc en sciences cognitives. C'est ça. Donc, au vu justement de ce que tu sais, de ton expertise sur les sciences cognitives, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur comment le cerveau fonctionne? Qu'est-ce qu'on ne sait pas, en fait, finalement, et qui est très, très important pour mieux, justement, pour hacker notre cerveau? Beaucoup de choses. Je dirais que la première chose, c'est que notre cerveau, il est ni notre ami, ni notre allié. En fait, l'objectif du cerveau, c'est la survie. C'est-à-dire que, en fait, quand on était dans la préhistoire, le cerveau, il devait faire face à un environnement où il y avait beaucoup de maladies, beaucoup de prédateurs. Donc, tu devais survivre. Une fois que tu sais que le cerveau, son objectif, c'est de survivre, tu comprends tout, en fait. Parce que premièrement, pourquoi on a peur de perdre notre réputation? Pourquoi la vie des autres, c'est important? C'est que le meilleur moyen de survivre à l'époque, c'était de rester dans la communauté. Parce que si tu es tout seul, les prédateurs, ils te tuent. Si vous êtes en groupe, vous pouvez faire face aux prédateurs. Donc c'est normal en fait qu'on a peur de faire des choses qui ne vont pas plaire à notre famille, à notre entourage. Parce que notre cerveau, il a peur d'être rejeté. Et il y a même une étude qui montrait que la peur du rejet, c'était la même zone du cerveau que la douleur. Tellement c'est fort, en fait, d'être rejeté par... on a peur d'être rejeté par nos potes au lycée, au collège. On le voit, on a peur de ne pas être populaire, d'être rejeté, d'être vu comme celui qui est à part. Parce qu'en fait, c'est crucial pour survivre dans une société, c'est d'être en communauté. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le cerveau, il réfléchit par anticipation. C'est une machine à anticiper. Quand j'ai un projet, pourquoi on ne va pas le lancer? C'est que j'anticipe. Ah, mais lui, ils vont se moquer de moi. Je vais échouer. Je vais me blesser. Je ne suis pas à la hauteur. En fait, il anticipe des émotions négatives, donc il ne passe pas à l'action. Et pour faire simple, la différence entre la motivation et la procrastination, c'est une équation pour les matheux. Si j'anticipe plus de positifs que de négatifs, je suis motivé. Si j'anticipe beaucoup plus de négatifs que de positifs, je procrastine. Et donc, en fait, quand on a un projet, c'est bien de prendre une feuille et de se dire, OK, qu'est-ce que j'anticipe de négatif? Qu'est-ce que j'anticipe de positif? Dans le négatif, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et plus j'ai réussi à détruire du négatif par la logique, par des stratégies, plus mon cerveau sera motivé à agir. Donc, plutôt que de dire, je suis un flemmard, je procrastine, dites-vous que votre cerveau, il réfléchit par anticipation. Donc, dialoguez avec votre cerveau pour se dire, OK, ah là, ce poste, il n'est pas pour moi parce que je ne suis pas à la hauteur, mais pourtant, telle personne a eu ce poste-là. Est-ce qu'elle est vraiment plus compétente que moi?
Ou est-ce que tout simplement, elle peut pas me mentorer pour augmenter mes chances d'y arriver, etc. Donc, en fait, il faut plutôt se dire, hey, je dialogue. Transformer en fait Voilà. les Exactement. obstacles que vous Exactement. envisagez en opportunités, Exactement. concrètement. C'est ça. Ok, Exactement. ok. C'est ça. C'est vraiment, je pense, le point important pour les étudiants. C'est vraiment d'avoir ça en tête, de se dire le cerveau, il anticipe. Donc Ok. réfléchis avec lui en fait, plutôt que de dire je suis un flemmard. Moi j'ai un exemple tout simple. Je dis à quelqu'un cours à 5 h du matin sous la pluie, il va me dire non. Mais je lui dis fais la même chose, je te donne 1 million d'euros, il va le faire. Parce que là, il y a une raison de le faire. Donc le cerveau c'est pareil, donne-lui une raison de passer de pas motivé à motivé. Et juste pour terminer la page vraiment apprentissage, comment le cerveau fonctionne lorsqu'on apprend, lorsqu'on est en cours, on doit apprendre une leçon ou que sais-je. Et donc, comment justement comprendre cela pour Mhm, booster et être mhm. hyper efficace dans sa manière Ouais. d'apprendre. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essaie de réfléchir au plus Concrètement, simple. comment Ouais. apprendre, être Ouais. capable d'apprendre le plus efficacement et Ouais. le plus rapidement possible. J'essaie de faire ça simple. Bon, mes professeurs, ils vont me tuer, mais là, j'ai vraiment vulgarisé. En fait, à chaque fois que je fais face à une information, c'est comme si j'avais un tampon. Ok, Donc, en fait, plus je répète une chose, plus le tampon, il est fort. En fait, plus tu révises quelque chose, plus ton cerveau, il crée de connexions neuronales. d'accord. Sauf que les gens, ils savent pas apprendre. C'est-à-dire que si je lis mon cours plusieurs fois, en fait, je suis pas en train d'apprendre, je suis en train d'être dans la reconnaissance. En fait, reconnaître, c'est-à-dire en fait, mon cerveau, il va juste reconnaître le mot que je suis en train de lire 15 fois. Et au bout de la 15e fois, il va dire, ah, faut que je le retienne. Par contre, quand je vais apprendre quelque chose, il faut être dans la pratique. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai vu un cours en philosophie. Bah, le meilleur moyen d'apprendre le cours de philosophie, c'est directement de l'expliquer à quelqu'un, D'accord. avec tes propres mots. Parce que plus tu fais de lien entre les connaissances que tu as déjà et une nouvelle connaissance, plus tu crées facilement une connexion. Deuxième chose, c'est plus tu expliques une chose à une personne, plus tu vas être obligé de maîtriser la chose en fait. Ensuite, je dirais, c'est la pratique. C'est-à-dire, le cerveau, il faut lui dire, OK, tu as besoin d'apprendre ça dans ce contexte-là. Donc, quand je connais les attentes du professeur, je peux dire, bah, voici les connaissances à apprendre pour répondre aux attentes. Donc, plus tu vas entraîner ton cerveau à faire face aux attentes du professeur, plus facilement il va apprendre l'essentiel. Il va pouvoir justement détecter dans le cours quelles sont les choses importantes. Mais si je révise le cours sans objectif, sans attente particulière, bah, il va être perdu dans le flot d'informations. Donc ça serait vraiment le truc à dire. C'est vraiment apprenez votre cours et essayez de l'expliquer aux autres. Faites des liens entre le cours et vos centres d'intérêt. Et aussi, ayez en tête les attentes de l'examen pour justement plus de précision et de finesse dans les informations à apprendre. Très, Pour faire très très clair. très simple. Très, très, Mm. très clair. Merci beaucoup. Mm. Donc, Ouais. est-ce que tu aurais peut-être une explication derrière Mhm. la raison pour laquelle certains étudiants, finalement, qui sont intelligents, Mm. peinent à avoir de bonnes notes? Ouais, très bonne question. Parce que c'est vrai qu'on a tendance ouais. à voir ça, en fait. Ouais. On s'en rend compte. Il y a Mhm. des gens qui sont très, très bons, enfin, qui ont un cerveau bien fait, Mm. mais au niveau études, il y a un vrai blocage et ils ont de mauvaises notes. C'est quand Mm. même assez impressionnant. Bah, je pense qu'il y a plusieurs explications possibles, ça dépend de chacun. Déjà, je dirais que le plus important pour réussir à l'école, c'est de comprendre les attentes et y répondre. C'est-à-dire que l'école n'est pas là pour valoriser le plus intelligent, mais pour celui qui comprend les attentes. Donc peut-être qu'il y en a, tout simplement, ils ne comprennent pas les attentes des professeurs. Donc ils vont peut-être comprendre. En fait, comprendre le cours ne veut pas dire réussir à le faire déjà. Tu peux avoir la facilité de comprendre ce que la personne te dit, mais ça n'a rien de garanti que tu retiens ce qu'elle va dire et que tu vas pouvoir être capable de le refaire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là. L'illusion de j'ai compris, donc je sais. Mais comprendre n'est pas savoir. Et justement, si je me contente juste de comprendre le cours et d'arriver à l'examen, en fait, j'ai oublié quelque chose dans l'apprentissage, c'est justement la maîtrise. Et justement, la maîtrise, ça passe par la pratique. Donc si je me contente juste de j'ai compris, j'arrive à l'examen, c'est clair que le talent, ça suffit pas, surtout quand tu montes en niveau. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que les gens qui ont des facilités, souvent, ils ont tendance à se reposer sur leurs facilités. Sauf que les gens qui ont galéré au début, ils ont développé cette capacité à apprendre, à faire face à la pression, à l'effort. Et donc, sur le long terme, la loi des 1%, ils vous rattrapent et vous dépassent. Alors que vous êtes resté il y a 5 ans à dire ah, j'étais trop intelligent et maintenant, j'y arrive plus. Le plus important pour réussir scolairement, c'est comprendre les attentes, être discipliné et gérer la répétition. Parce que souvent, en fait, c'est de la répétition. C'est souvent, que ce soit les mathématiques ou autres, c'est souvent de la répétition. Donc, je pense que c'est ça le plus important. C'est vraiment de se dire comprendre n'est pas savoir.
et que le savoir-faire, ça passe par la pratique. Merci beaucoup. Et dans une de tes vidéos, qui a été finalement extrêmement virale, tu disais que tu es passé de 13 de moyenne à 16 grâce à une chose en 10 minutes. Alors, quelle est cette chose? J'avais vraiment envie de comprendre, en fait. Bon, après, j'ai simplifié, mais c'est vraiment une méthode qui m'a aidé. En fait, voilà, la vidéo que je disais que j'étais passé de 13 à 16 de moyenne avec une méthode qui durait 10 minutes, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'arrivais en cours, je prenais le temps pour me demander qu'est-ce qu'on avait vu avant. Parce qu'en fait, c'est comme un échauffement. Quand on fait du sport, on s'échauffe, on fait des étirements, etc. Bah, pourquoi on n'échauffe pas aussi notre cerveau? C'est-à-dire, il faut déjà que le cerveau, en fait, on réveille les parties du cerveau utiles au cours. Donc, je sais pas, j'ai un cours de philosophie, je vais me dire, bah, le cours d'avant, on a vu l'esprit critique de Montaigne ou je sais pas quoi, les essais de Montaigne. Bah, maintenant, j'essaie de me dire, OK, c'était quoi les éléments principaux et quel lien je peux faire ou qu'est-ce que je peux anticiper comme lien possible avec le cours qui va arriver. Comme ça, quand j'arrive en cours, je suis déjà connecté en fait. Dès que la prof elle va parler de ça, bah, mon cerveau il va faire le lien rapidement. Alors que si je dois prendre le temps de redémarrer, de me rappeler de ce qui s'est passé, bah, c'est mort. Et surtout, ça va me pousser en fait à réviser tout le temps. Parce qu'au lieu d'attendre le dernier jour de l'examen pour réviser, bah, à chaque fois, j'étais à jour sur qu'est-ce qu'on avait vu avant, je fais le lien avec le cours d'après et je refais le lien avec le cours suivant. Et en fait, le jour de l'examen, tu as déjà des connexions qui sont fortes et tu as juste à relire, pratiquer un peu plus. Alors qu'il y en a d'autres, ils vont devoir se rappeler de ce qu'ils ont fait il y a 2 mois et c'est pas pareil, c'est pas aussi frais. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Quand je fais face à un cours, au bout d'une heure, j'ai déjà perdu 20% de l'information. Ah oui. Au bout d'une semaine, il me reste peut-être 10% si je n'ai pas revu le cours. Alors que si je fais l'effort juste de me dire, OK, ce cours-là, il parlait de quoi? Aujourd'hui, on a vu quoi? Bah déjà, je tamponne un peu plus la connaissance dans mon cerveau. Et à force de répéter ça, bah, le tampon il est de plus en plus solide. Et comment, justement, rester motivé? Parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de procrastination, mais souvent, c'est difficile. On procrastine aussi peut-être parce qu'on a une baisse de motivation, peut-être parce qu'on n'a pas les résultats qu'on espère, en fait. Et est-ce que toi, tu aurais des conseils, justement, pour non seulement vaincre la procrastination, donc tu as déjà donné une première partie de réponse, mais au-delà de ça, vraiment rester motivé et finalement ne pas perdre de vue ses objectifs. Ouais, très intéressant et clair. Alors, déjà, la procrastination, pour bien expliquer, c'est un mécanisme d'autodéfense dans notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, il va se dire, ce projet-là, il va contre nos intérêts. Soit, si je fais ce projet-là, je risque de me taper la honte, donc je vais me protéger mon ego. Soit, si je fais ce projet-là, je peux perdre de l'argent, je vais souffrir. Je sais pas, si je fais du sport, j'ai peur de souffrir, de transpirer, de me blesser, donc je vais pas le faire. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est vraiment un mécanisme d'autodéfense. Ensuite, la motivation, il faut se dire que par définition, c'est instable. Donc, c'est impossible d'être tout le temps motivé. Je pense qu'il faut juste se dire qu'il faut avoir un pourquoi fort et une discipline. Comme ça, le jour où la motivation n'est pas assez forte, ma discipline, elle prend le relais. Mais elle prend le relais, elle a de sens que si j'ai un pourquoi fort. C'est-à-dire, si je vais en cours juste pour faire plaisir à papa et maman, c'est pas un pourquoi assez fort. Par contre, si je dis que avoir ce job-là, ça va me permettre d'avoir telle compétence, de me payer tel genre de vacances, de mettre ma famille à l'abri, là, j'ai un pourquoi fort, suffisamment fort pour que, quand ma motivation faiblisse, je peux justement compter sur ma discipline. Donc, vraiment, la clé que je donnerais, c'est 2 choses. C'est travailler sa vision, c'est-à-dire qui je veux devenir, qui je souhaite devenir en termes de compétences, même en termes physiques. Comment je veux être physiquement, comment je veux que les gens me voient, quel niveau financier je vais avoir, et construire son anti-vision. C'est-à-dire, si je suis flemmard, je ne fous rien, qu'est-ce qui va se passer? Et j'avais dit, le cerveau, il a peur de tout ce qui est négatif. Donc, si tu dis à ton cerveau, hey, je ne fais pas ça, les gens vont se moquer de toi, tu vas être rejeté de ta communauté, etc., bah, il va avoir peur et il va se mettre à agir. Parce que le cerveau, il a plus peur de perdre que de gagner. C'est-à-dire c'est plus fort pour lui de dire je vais perdre que de gagner. J'ai un exemple. Si je te dis, Marie-Christine, si tu ne viens pas à tel endroit, je t'enlève 100 € de ton compte. Ah bah oui. Tu vas être plus motivé que si je te dis viens et je te donne 100 €. Oui. Tu seras motivé à venir peut-être pour 100 €, mais tu vas dire c'est 100 €, je reste c'est chez moi. Mais si je te vole 100 €, je vais dire attends, tu prends mon argent. Le cerveau, il est comme ça. Il a plus peur de perdre que de gagner. Donc avoir une anti-vision, c'est encore plus important que d'avoir une vision. C'est quel corps je vais avoir si je ne fais pas de sport. Quelle santé je vais avoir si je ne fais pas de sport. Qu'est-ce qui va se passer si je ne passe pas de moments avec ma famille, etc. C'est important d'avoir une anti-vision et une vision. Et quand j'ai une anti-vision et une vision claire,
j'ai un pourquoi fort qui me permet de créer une discipline autour de ça. Et les jours où j'ai pas de motivation, je repense à mon antivision et à ma vision. Et là, j'appuie sur ma discipline pour y aller, quoi. Et comment Ouais. travailler cette vision? Ah, c'est dur, c'est un Parce travail de... que bon, ça paraît simple, mais concrètement, surtout avoir finalement de Ouais. la clarté en fait dans ces La vision, ça se fait dans tous les sa jours, mais vision. en fait, c'est l'exercice simple. C'est par exemple, je te dis qui tu veux devenir dans 5 ans. Si tu sais pas répondre à la question, c'est que ta vision, elle est pas là. Donc déjà, c'est des questions comme ça, te dire, bah, je me vois où dans 5 ans. Une vision, en fait, pour faire simple, c'est le lien entre la personne que je suis aujourd'hui et la personne que je souhaite devenir demain. Et cette vision-là qui me permet de filtrer les opportunités, de me dire, bah, telle opportunité professionnelle, ouais, c'est bien payé, mais ça rentre pas dans la personne que je souhaite devenir plus tard. Ou au contraire, telle opportunité, ça me permet de rentrer dans ma vision. Donc je pense que la vision, pour faire simple, c'est des questions à se poser du style, quelles sont les valeurs importantes pour moi? Par exemple, est-ce que l'intégrité, c'est important? Est-ce que, je sais pas, j'ai besoin d'être dans une entreprise qui respecte toutes les minorités ou non? Est-ce que les paris, ça me dérange? Donc vraiment déjà être au clair sur quelles sont mes valeurs, Mhm. mon échelle de valeurs. Ensuite, c'est se dire, est-ce que je souhaite travailler dans un environnement à l'international ou plutôt chez moi? Ou est-ce que je préfère travailler de chez moi et être mobile? Ou au contraire, moi, j'aime bien être dans mon bureau, avoir mon cadre. Est-ce que ça ne me dérange pas de travailler beaucoup? Ou au contraire, moi, j'ai besoin d'avoir mon 9h-17h? C'est vraiment ce genre de questions-là. Et après, c'est en termes de compétences. Moi, est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un d'éloquent? Ou est-ce que j'ai besoin d'être quelqu'un qui est très visible? Au contraire, moi, j'aime bien être discret. C'est vraiment se poser ces questions-là. Financièrement, être clair aussi. C'est-à-dire, moi, si on me demandait de faire le même métier tous les jours, quelle rémunération j'aimerais avoir? C'est vraiment ces questions profondes. Et il y a un livre pour aller plus loin qui s'appelle The School of Greatness de Lewis Holmes qui parle de la vision. Ok. Donc, c'est The School of Greatness. J'ai anticipé sur une des questions de Euh, la fin. ah, Donc, très bien. désolé. Je Ok. voulais appeler ça, et Très après, bien. voilà, je dirais c'est vraiment les questions à se poser et de l'écrire. Il y avait une étude d'Harvard qui montrait que les gens qui réussissent le plus facilement, c'est ceux qui écrivent leurs buts. Donc, tu écris tes objectifs avec un plan. Et en fait, ça, ta vision, c'est, je sais pas, je souhaite perdre tant de poids, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place comme habitude? Je souhaite être manager dans telle boîte, bah, c'est quoi le plan? Est-ce qu'il faut que je trouve un mentor? D'ici combien de temps? J'envoie combien de messages sur LinkedIn? Je dois développer quelles compétences? En fait, c'est ça, j'ai mes objectifs futurs, je suis là aujourd'hui. Bah, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver? C'est ça ma vision. Et aussi, peut-être pour aller plus loin, c'est le SWOT. Se dire quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, mes opportunités et mes menaces, pour justement avoir conscience de sur quoi je peux m'appuyer pour atteindre ma vision et qu'est-ce qui me manque pour arriver à ma vision. C'est marrant Voilà. parce que le Ouais. SWOT, c'est le truc que tu apprends en école de Ouais, commerce, mais en économie, voilà, dans des études. on ne le dit pas pour nous-mêmes. Non, mais en fait, c'est vrai que utiliser Ouais. le SWOT dans Ouais. sa vie professionnelle, Mhm. dans sa vie personnelle, pardon, Ouais. c'est un vrai hack. Hein. Ouais, Enfin, j'utilise. Hein. moi, je sais que je le fais, mais de Ouais. manière intuitive, mais Ouais. j'avais jamais formalisé, Ouais. j'avais jamais en fait vraiment réalisé qu'en fait c'était un SWOT. En fait, Ouais, mais c'est clairement. important. Trop fort. Mm. Tout à l'heure, tu as mentionné un point qui m'a marqué, c'est que tu as dit oui, comment je gérais mon sommeil, etc. Est-ce que bien dormir, c'est important? Est-ce qu'il y a des choses, finalement, est-ce que le fait, finalement, le sommeil joue un rôle? On le sait déjà que ça joue un rôle, mais est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur cet aspect-là, si tu as des points qui peuvent permettre de faire comprendre aussi de l'impact que peut avoir le sommeil sur notre performance, sur Ouais. d'autres aspects de notre vie? Bah, je pense que ce soit pour les étudiants ou les professionnels, c'est qu'on a tous peut-être, je pense qu'on est ambitieux, sacrifier son sommeil à un moment. Mm. Mais c'est une erreur dans le sens Moi, où... j'étais l'experte. Bah, pareil. Sacrifier. Le premier truc qui saute, c'est le sommeil. C'est ça. Bon, en fait, la réussite, c'est plus un marathon qu'une course de vitesse. Si tu ne fais pas de ta santé ta priorité, tôt ou tard, elle va te le faire comprendre. C'est-à-dire quand tu vas tomber malade, que tu le veuilles ou non, ta santé sera ta priorité. Donc, vaut mieux justement l'aménager dès le début. Et en fait, le sommeil, c'est important déjà pour l'apprentissage parce que quand tu dors, ton cerveau, il fait un peu le ménage. En fait, il va tout assembler, etc. Ensuite, pour réfléchir, tu as besoin d'énergie. Pour penser, tu as besoin d'énergie. Donc, si tu dors pas assez, déjà, tu penses moins vite. Tu risques de te blesser si tu fais du sport. Toutes les maladies en lien avec la tension, la prise de poids, souvent, ça vient avec le sommeil. Donc, en fait, le sommeil, c'est nécessaire pour te régénérer, pour mieux penser, pour mieux agir, pour tout, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment la dernière chose à sacrifier, c'est le sommeil. C'est sommeil, alimentation, c'est tes piliers. Parce que ton énergie, elle vient de deux sources.
ton sommeil et ton alimentation. Donc, si tu touches à l'un des deux, ta performance, ça va être impactée tôt ou tard. Peut-être que tu vas rien voir à court terme quand tu es jeune, mais tôt ou tard, ton corps, il va te le faire comprendre. Et quand ça arrive, malheureusement, des fois, c'est trop tard. Donc, franchement, le conseil que je donne, c'est... Moi, j'ai une montre Whoop et ça te permet justement d'analyser la qualité de ton sommeil, de voir si tu as trop de stress, etc. Et c'est game changer. Du moins, c'est un bracelet, ouais, c'est ce qu'on appelle Whoop. Et en fait, j'analyse la qualité de mon sommeil, mon niveau de stress, et c'est trop important. En fait, ça me permet de dire, ah là, j'ai un peu trop forcé, il faut que je me repose. Et franchement, je le vois, ça change. Maintenant, c'est rare que je sois fatigué, parce que, tu vois, j'ai un peu ma montre qui va me dire, ah, attends là, tu commences, c'est dans le rouge, donc là, il faut que je régénère. Tu vois. Comme on dit, pour avoir un impact sur une chose, il faut le mesurer. Donc, le fait d'avoir des outils de mesure, ça permet justement d'améliorer ça. Très, très clair. Bah, je prendrai les références. Je pense que j'en ai besoin. Très, très bien. Bah, nous arrivons au terme de cette vidéo, de notre échange. Et j'ai une dernière question, enfin deux dernières. L'avant-dernière, ça va être donc aujourd'hui, si tu avais finalement un conseil à donner à un étudiant qui galère, qui doute aussi, et qui ne sait pas finalement si ça vaut le coup de faire des études, si ça vaut le coup de tenir bon lorsque c'est difficile, qu'est-ce que tu dirais à cet étudiant? C'est une question dure. Quelqu'un notamment qui pense que les études, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants finalement qui pensent que les études, ce n'est pas fait pour eux, ou qui pensent que, tu vois, disons par exemple, je vais être médecin, je galère en cours, et je me dis, bah, parce que je galère, c'est un peu le signe que je ne vais pas arriver à être un bon médecin par la suite. Et donc voilà, vraiment à tous ceux qui doutent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? On a déjà que le doute, c'est normal, il faut l'écouter. Mais écouter, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut dire qu'il faut le challenger. Peut-être que c'est vrai. Hein. Peut-être que des fois, tu n'es pas fait pour ces études-là. Il faut l'écouter. Mais en fait, il faut se poser. Il faut se dire, OK, je doute de ma capacité à être médecin ou à être ingénieur. Bah, je prends une feuille, je note tout ce que mon cerveau il a à dire, les oui et les contre. Et je vois si les contre, c'est vrai ou pas. Genre, si c'est vrai, bah, c'est vrai. Des fois, il faut changer d'endroit. Parfois, c'est faux. C'est juste des craintes qu'on a, des croyances limitantes qu'on a. Il faut les détruire. Donc, je dirais que peu importe qui tu es, si tu es étudiant, les études, c'est fait pour justement faire face à ses doutes. En fait, la jeunesse, c'est fait pour se construire. Donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir une ligne droite. Il faut justement se questionner, s'écouter et tester. Et surtout, je conseillerais de voyager. Parce que c'est quand on voyage qu'on sort de notre zone de confort et qu'on apprend à se connaître. Et comme j'aime dire, pour moi, la connaissance commence par la connaissance de soi. Donc, avant de connaître tes cours, apprends à te connaître, à savoir qui tu veux être, qui tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes limites. Merci beaucoup, Pierre. C'était hyper précieux ce que tu as partagé. Je pense que c'est vraiment le message, les conseils que n'importe quel étudiant aurait besoin, je pense, d'entendre, que ce soit pour mieux réviser, pour être plus performant, pour reprendre aussi confiance et pour comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont possibles et surtout qu'il faut rêver grand. Donc, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui te découvrent, qui t'auront découvert aujourd'hui? Voilà, quels sont tes réseaux sociaux? Merci encore pour l'invitation. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok sous le pseudo étudiant ambitieux. Et sur LinkedIn, Pierre Philidabo Amougou. Excellent, voilà. Excellent. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé. Gérer le plus important, la santé. Et gérer que l'ambition ou la discipline reste au plus haut. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous êtes resté jusqu'ici. Et puis moi, c'était un plaisir. On se dit à très vite, à dans une semaine pour le prochain épisode, comme d'habitude. Bye.